Et donc, pour la première partie, donc c'est Claude qui va un peu revenir sur le contexte territorial. Merci Laurent et merci Franck, effectivement, pour nous permettre de travailler ensemble, Rénergie et Lagure, sur ce cycle dédié à nos ressources énergétiques ou fluides. Juste pour introduire le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va tenter de vous parler du froid. Et pour vous parler du froid, je vais d'abord vous parler du chaud. Donc vous allez me dire, mais pourquoi fait-il ça? On a sur le territoire dunkerquois, vous le savez certainement, un potentiel de chaleur dite fatale. C'est-à-dire qu'on a de la chaleur issue des process industriels qui part pour partie aux petits oiseaux. On a un gisement qui est encore colossal. Une étude qu'on a menée en 2019 a permis de montrer que le potentiel était gigantesque. Une deuxième étude portée en 2020 a permis d'aller encore plus loin et d'identifier sur le bassin un potentiel, mais on est allé au-delà. On a qualifié les gisements de chaleur fatale, on les a localisés, on a évalué leur température, je vais dire, leur constance ou pas. Et donc, cette étude débouche sur un projet de territoire qui s'appelle l'autoroute de la chaleur, qui vise donc à collecter cette chaleur fatale, la transporter et permettre à d'autres usagers industriels de l'utiliser, notamment au niveau de la zone industrielle portuaire de Dunkerque. Une fois qu'on a dit ça, l'étude a montré qu'il y avait plusieurs usages possibles. On peut naturellement utiliser la chaleur pour ce qu'elle est et donc utiliser la vapeur transportée comme de la vapeur pour les process industriels. On peut également utiliser cette vapeur pour produire de l'électricité, des procédés somme toute assez classiques et fort connus aujourd'hui. Et on en arrive à notre sujet du jour. On peut également, nous a-t-on dit, en faire du froid. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, Bernard, je vais te passer la parole parce que nous, ici, on a un peu de mal à comprendre comment, avec ce chaud, on va faire du froid. Donc, si tu veux bien nous expliquer de quoi on parle quand on parle de froid et comment on arrive à cette astuce technologique. Bon, merci et bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de vous faire une intervention, une présentation sur les différentes technologies et les applications du froid qui peuvent être faites au niveau de quartiers ou de villes. Donc, normalement, vous devriez voir ma présentation à l'écran. Voilà, oui, c'est bon. Donc, tout d'abord, merci, comme ça s'appelle effectivement à Lagure de nous inviter à faire cette présentation. Dans un premier temps, je vous présenterai en quelques mots, comme ça s'appelle le CEA. Olivier Duclou, qui doit être présent, comme ça s'appelle dans la salle, pour répondre à des questions plus pratiques. Si vous souhaitez voir comment est-ce qu'on peut collaborer ou le rôle du CEA au niveau local, il pourra vous faire quelques points spécifiquement là-dessus après mon intervention. Donc moi, comme je le signalais, effectivement, je suis basé à Grenoble et je suis actuellement responsable programme sur les réseaux et systèmes énergétiques dans l'Institut des nouvelles technologies d'énergie. Juste en deux mots, comme s'appelle le CEA, pourquoi est-ce que le CEA intervient? Alors le CEA, c'est une grande maison, hein. Nous sommes près de 20 000 personnes au niveau du CEA. Il y a un certain nombre d'activités régaliennes autour de la défense, de la sécurité et autour de l'arme nucléaire. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Une grosse activité qui est historique autour des réacteurs nucléaires pour la production d'énergie. Et vous en avez une illustration pas très loin de chez vous. Et puis, un institut, effectivement, qui représente à peu près 4 000 personnes, qui va plutôt travailler sur le développement technologique, le développement de systèmes, en lien très étroit avec des acteurs industriels ou des collectivités. Et je dépends effectivement, moi, de cet institut sur la partie énergie. Et donc, le CEA a une vision globale intégrée sur ces 4 grandes thématiques autour de l'énergie. D'une part, sur toutes les technologies de production d'énergie décarbonée. Et dans ce mix-là de production d'énergie décarbonée, on intègre effectivement aussi bien le nucléaire que les énergies renouvelables. Et c'est d'autant plus, je dirais, à l'ordre du jour que hier, si vous l'avez suivi, RTE a présenté 6 scénarios pour la décarbonation et ses objectifs à 2050. Et c'est bien ce complément nucléaire plus ENR qui permettra à la France d'arriver à
à une situation comme ça s'appelle un bilan carbone neutre normalement en 2050. Tout ça nécessite derrière de travailler sur ce qu'on appelle de la flexibilité. Il faudra effectivement que l'ensemble des vecteurs énergétiques qu'on va utiliser puissent avoir de la flexibilité pour répondre à la demande, mais pour aussi prendre en compte les fluctuations de production. Et puis d'arriver à trouver des passerelles entre les vecteurs chaleur, électricité, gaz. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Après, d'autres points, effectivement, c'est qu'on ne peut pas oublier dans tous ces travaux-là de regarder quelles sont les matières qu'on va avoir besoin pour pouvoir répondre à ces besoins-là et de travailler vraiment sur le cycle complet du carbone. Et en transverse, je dirais effectivement une approche technico-économique pour pouvoir supporter ces développements scientifiques et techniques. Le contexte national, je ne vais pas forcément vous le rappeler, il y a eu nous avons effectivement le plan de programmation pluriannuel sur l'énergie qui a été signé maintenant il y a 2 ans. Il y a, dans le cadre de beaucoup de discussions aujourd'hui, effectivement, autour des énergies. Ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir besoin, il y a des ambitions fortes au niveau de la France de pouvoir augmenter, comme ça s'appelle, le taux d'énergie renouvelable d'ici 2028 et 2030, d'augmenter la quantité de chaleur. Alors, dans la chaleur, on voit aussi, comme ça s'appelle, le froid, comme ça s'appelle, intervient aussi dans ces domaines-là. Donc, on va avoir de multiplier effectivement cette quantité de chaleur, plus d'autres, effectivement, qui ne sont pas forcément liés aujourd'hui. C'est la partie couplage de mobilité, des nouveaux usages partagés. Alors, les grands enjeux pour le froid, tout le monde en est conscient aujourd'hui. Notre territoire, et c'est quand je dis sur notre territoire, c'est au sens large du terme, hein, c'est toute la France. On est confronté à des vagues de chaleur de plus en plus régulièrement. Alors, ces vagues de chaleur sont plus ou moins importantes et elles ont des conséquences qui sont relativement significatives sur, d'une part, le bien-être qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir effectivement quand on vit en agglomération, mais aussi ça a des conséquences sur la santé. Ça peut avoir, on se rappelle tous des derniers pics de chaleur qu'il y a pu y avoir et les conséquences que ça a pu avoir au niveau de la mortalité. Donc ça, on voit bien que c'est un enjeu qui est significatif pour nos territoires et il faut qu'on se prépare à avoir des vagues de chaleur supplémentaires dans les années qui viennent et surtout des pics de plus en plus fréquents. On sait aujourd'hui que la température a augmenté depuis sur les 30 dernières années d'environ 3 degrés et qu'on prévoit encore d'ici dans les 50 ou 60 années qui viennent des augmentations entre 2 et 5 degrés. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 2 à 3 fois plus de vagues de chaleur qui sont à prévoir d'ici dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Et ce qui est important pour les territoires, c'est d'arriver à prendre en compte ce phénomène pour pouvoir l'anticiper. Alors maintenant, si on veut pouvoir répondre à ça sur la partie au niveau de l'aménagement d'un territoire, et quand je parle de territoire, ce n'est pas uniquement des villes, mais c'est aussi des sites industriels, on a deux grands paquets de solutions. Les premiers sont les solutions passives autour de l'aménagement urbain, d'habitat bioclimatique, d'adaptation des usages. Alors, je ne vais pas développer, comme ça s'appelle, cet aspect-là aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce point-là, l'ADEME a sorti, il y a vraiment quelques mois, un guide sur rafraîchir les villes. Donc, il est disponible sur le site de l'ADEME. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est les solutions passives, comment on peut aménager l'espace urbain pour pouvoir réduire, comme ça s'appelle, ces pics de température, je vous conseille effectivement d'aller voir le guide de l'ADEME qui est très complet et qui vous présente l'ensemble des solutions qui sont utilisées. Donc là, on va travailler plutôt aujourd'hui des solutions actives pour pouvoir faire de la climatisation et du rafraîchissement. Alors entre les deux, la nuance est un tout petit peu subtile. Le rafraîchissement, généralement, est plutôt une conception où on va chercher à limiter les pics de chaleur. Plutôt, on va se dire, plutôt se dire, je vais garantir un minimum de confort, mais je ne vais pas forcément avoir à assurer une température constante, par exemple 19 ou 21 degrés dans les bâtiments toute l'année. Ça, c'est plutôt de la climatisation. Donc, il y a un certain nombre d'oppositions de visions aussi de faire, où on cherche plutôt aujourd'hui à assurer un minimum de confort au niveau des habitats, plutôt que d'assurer une température minimale. Et en plus, les réglementations aujourd'hui tendent vers ce point-là, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. Quelques points, comme ça s'appelle, génériques sur des données au niveau de l'évolution de la consommation de froid. Donc là aujourd'hui, le froid est principalement produit à partir d'électricité via des machines à compression. Je vous montrerai derrière. Ce qu'on sait, c'est que depuis 1990 jusqu'à nos jours, ça a été multiplié par 3, à peu près la consommation spécifique, et qu'on imagine que cette consommation va encore être multipliée par 3 d'ici 2050. Et ces chiffres sont probablement un petit peu moins faibles pour l'Europe, mais ceci va être dû par, d'une part, une augmentation de la température extérieure,
une augmentation du taux d'urbanisation, et que plus on est en milieu urbain, plus on a besoin de climatisation dû à la densité. Et ce qui est important, donc, c'est pouvoir arriver à anticiper tout ça pour pouvoir avoir des systèmes qui seront les plus favorables au niveau énergétique, mais aussi qui vont permettre de prendre en compte des solutions qui ne vont pas non plus générer de la surconsommation d'énergie à d'autres endroits. Donc, quelques points, comme ça s'appelle, sur les technologies, et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des technologies. Pour produire du froid, il y a deux grandes familles de technologies. La plus répandue aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle par les machines à compression. C'est ce que vous avez dans votre frigo, c'est votre climatiseur individuel. C'est des grands groupes froids qui sont utilisés pour climatiser soit des bâtiments, soit des sites industriels, soit des supermarchés. Le principe, c'est qu'on va effectivement, on va comprimer un gaz, et ce gaz, en le détendant, va effectivement produire du froid. Et c'est ça le principe général. Alors ça se fait dans un circuit fermé. Il y a un certain nombre de fluides qui sont utilisés pour faire ça. Ce sont souvent des fluides synthétiques qui sont utilisés, mais on peut utiliser dans certains cas un certain nombre de fluides naturels aussi. Donc l'énergie primaire qui est utilisée, c'est de l'électricité. Donc on va injecter de l'électricité au niveau du compresseur pour pouvoir générer la force mécanique qui permettra de faire du froid. On peut produire du froid ou du chaud. Une pompe à chaleur, c'est le même principe, hein, sauf qu'on utilise plutôt la fonction production de chaleur. Le rendement, donc là c'est plutôt le rapport entre la consommation électrique, plutôt le rapport entre la production de froid et la consommation électrique. Ça varie entre 2 et 5. Alors c'est une gamme qui est relativement large, mais ça dépend essentiellement, donc ça c'est la thermodynamique et M. Carnot qui est passé par là, ça dépend essentiellement des conditions extérieures, des gammes de température dans lesquelles on va travailler. Ça dépend aussi de la technologie et de la gamme des machines, mais généralement on va produire entre 2 et 5 fois plus de froid que l'on consomme d'électricité. Et ces installations peuvent être complètement centralisées, décentralisées. C'est-à-dire décentralisées, ça va être des petits climatisateurs domestiques qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, hein. Et c'est des machines qui peuvent être réversibles ou non, c'est-à-dire ces machines-là peuvent produire du froid ou du chaud en fonction de la saison. La deuxième technologie de machine, c'est les machines à ce qu'on appelle, pardon, il y a une faute dans le titre, c'est pas une machine à compression, c'est une machine à absorption. Je corrigerai ça pour la présentation. Alors, historiquement, c'est les premiers types de machines qui ont été réalisées, hein. Le principe date d'il y a maintenant 2 siècles quasiment. Le principe, c'est de supprimer le compresseur cette fois-ci, et on va supprimer le compresseur parce qu'on appelle une compression thermique, où on va avoir un fluide intermédiaire, donc qui va nous servir, où on va remplacer le compresseur par une pompe cette fois-ci, qui va nous permettre de monter en pression le fluide. Pour cela, et cette fois-ci, la source d'énergie principale, ça va être de la chaleur. Pour pouvoir actionner ce cycle de compression thermique, il faut qu'on apporte de la chaleur au système. Et cette chaleur, elle est typiquement apportée entre 80 et 180 degrés. D'où le lien avec ce qu'a présenté Claude au préalable, le lien avec des rejets de chaleur. Alors ces machines peuvent travailler soit en production de froid, soit en production de chaud. Si vous voulez plus de détails, on pourra revenir par la suite par la soirée. Alors ce qu'on va regarder derrière, il y a deux rendements qu'on va regarder. Le rendement thermique, donc qui est la quantité de froid par rapport à la quantité de chaleur qu'on va apporter. Donc on peut produire entre 0,5 et 1,2 fois de quantité de froid par rapport à la quantité de chaleur qui est apportée. Et par contre, ce qu'on regarde, le rendement électrique cette fois-ci, c'est la quantité d'électricité, la quantité de froid produite par quantité d'électricité au système. On est entre 10 et 50. Donc on voit bien qu'on a des systèmes qui consomment extrêmement peu d'électricité, mais qui vont consommer plutôt beaucoup de chaleur. Et ces installations peuvent être centralisées ou non, réversibles ou non. C'est plutôt Alors on a à quelques rares exceptions près. Alors pour ceux qui ont des camping-cars, hein, ou dans les frigos d'hôtel, généralement ce sont des frigos absorption, parce qu'ils ont le bon avantage, comme il n'y a pas de compresseur, d'être très silencieux et de consommer peu d'électricité. Ce qui est intéressant pour les camping-cars, typiquement, qui vont consommer du gaz. Il y a un petit brûleur à gaz généralement qui est utilisé. Donc juste si on veut faire une très simple comparaison des deux solutions, entre une solution de climatisation avec donc là c'est une application plutôt pour les applications domestiques avec des petits compresseurs, hein. Si on regarde un petit climatiseur domestique, si on a des petites unités qui n'ont pas forcément des très bons rendements, on va apporter pour faire 5 kW de froid, on va à peu près apporter 2,5 kW d'électricité, et la chaleur, et tout ça va être rejeté dans l'atmosphère. Pour une solution par absorption, si on veut produire 5 kW de froid, il va falloir qu'on apporte 8 kW de chaleur et on va apporter une centaine ou quelques centaines de watts d'électricité. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une réduction très significative de la consommation électrique.
En contrepartie, on va avoir besoin d'avoir une consommation de chaleur qui est importante. Au niveau économique, les investissements pour ce type de machines sont généralement les machines d'absorption. Comme elles sont un petit peu plus complexes, je ne sais pas si vous avez vu dans le cycle, il y a plus d'échangeurs, il y a un peu plus de composants. Les machines sont entre 1,5 à 2 fois plus chères que des machines à compression conventionnelles. Au niveau du modèle économique, c'est difficile de donner des chiffres globaux sur le temps de retour sur investissement. Ça va essentiellement dépendre du ratio entre le coût de l'électricité et le coût de la chaleur. Plus l'électricité est chaleur, plus le coût de l'électricité est élevé, plus on va avoir un ratio intéressant. De même, plus le coût de la chaleur est faible. Alors, le coût de la chaleur, ça peut être le coût d'accès à la chaleur, mais ça peut être aussi le coût de connexion à la source de chaleur. Hein. Plus ce coût est faible, plus ça va être favorable. Et le dernier point qui est important aussi, c'est que derrière ça, c'est comme on a des investissements plus importants, ça va être le nombre d'heures de lequel va fonctionner l'installation qui vont intervenir. Et derrière, je vous donnerai quelques exemples. Le dernier point, effectivement, ce qui est important, c'est que dans des machines de production de froid, ces machines produisent en même temps de la chaleur. Alors, c'est ce qu'on appelle c'est un fonctionnement qui peut être réversible, mais ce qui peut être intéressant, si on se regarde au niveau d'un site industriel ou d'un quartier, c'est que souvent, on a des besoins simultanés de chaleur et de froid à l'échelle d'un quartier ou d'un chaleur. Et donc là, le principe, c'est effectivement d'arriver à récupérer la chaleur qui est produite de la machine et le froid produit simultanément pour des applications de climatisation et des applications de chauffage. Et ensuite, on vient avoir si on a besoin de plus de quantité de chaleur ou de plus de quantité de froid, on a des groupes frigorifiques conventionnels ou une source de chaleur conventionnelle qui vient compenser. Donc là, je vous donne juste un exemple qui a été implanté à Montpellier, sur 2 sites de Montpellier, où là, c'est du couplage qui a été fait sur des sondes géothermiques, donc une pompe à chaleur géothermique, et on va produire simultanément du froid et du chaud au niveau du site. Et là, dans ce cas-là, dans ces applications-là, on peut avoir à ce moment-là le rendement global de l'installation de production d'énergie par rapport à la consommation d'électricité peut arriver des valeurs entre 7 ou 8 facilement. Donc on voit bien qu'on a l'intérêt de travailler sur une production simultanée de chaleur et de froid. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que si on a besoin d'accès à de l'énergie, qu'il soit de chaleur ou d'électricité, ce qui est important, c'est de pouvoir arriver à découpler le moyen de production de son usage pour pouvoir faire fonctionner la machine, soit faire fonctionner la machine dans son meilleur point de fonctionnement, d'éviter des pics de consommation ou d'adapter la source de chaleur ou la source d'énergie à son usage. On peut à ce moment-là rajouter une brique de stockage d'énergie. Et ce qu'on va utiliser, c'est stocker l'énergie sur Là, on va stocker de l'énergie frigorifique, hein, c'est du froid qu'on va stocker. Donc, il va y avoir 2 grands modes de fonctionnement, soit ce qu'on appelle de la chaleur sensible, où on va jouer sur un écart de température. Donc là, principalement, typiquement, on va avoir des grandes cuves d'eau c'est de l'eau glacée, hein, qui peut être typiquement entre 5 et 7, 8 degrés, où on peut utiliser de l'eau glycolée éventuellement, qui nous permet d'avoir des températures proches de 0 degré ou légèrement négatives. Ou alors, on peut utiliser ce qu'on appelle la chaleur latente. Donc, cette fois-ci, c'est le changement d'état. Donc, on va utiliser la chaleur de fusion ou de solidification typiquement de l'eau, hein, qu'on va porter. On va faire geler de l'eau et ensuite, on va récupérer le froid en faisant fondre cette glace. On peut utiliser d'autres types de matériaux organiques ou inorganiques pour faire ça. Alors, typiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir les quelques ordres de grandeur des capacités de stockage. On peut stocker effectivement des grandes quantités de chaleur par unité de volume. On peut stocker entre 50, disons typiquement 50 kWh par mètre cube. Donc, on peut arriver à stocker à l'échelle d'un bâtiment. C'est des stockages de quelques dizaines de mètres cubes. Alors, ça c'est typiquement ce qu'on voit, c'est sur une installation, sur la photo qui est au centre. On peut stocker, là, c'est des petites unités plutôt à l'échelle d'un bâtiment où on a quelques mètres cubes de stockage. Mais on peut stocker de façon très massive. C'est plutôt la photo de droite, où là, c'est un exemple sur le site de la Défense, où on a des immenses piscines d'eau glacée qui sont situées dans le sous-sol de la Défense, où on vient, c'est un immense bac à glace, pour faire simple, hein, où on vient produire du froid de façon, quand l'électricité n'est pas chère, et on vient, c'est plutôt la nuit, donc c'est fait, et ensuite on vient restituer ce froid quand il y a besoin plutôt d'appel de froid dans le bâtiment, et c'est plutôt en journée. Donc maintenant, je vais vous passer, d'une part, la première chose, c'est pourquoi essayer de travailler et de favoriser sur des solutions plutôt centralisées de production de froid. Si on passe sur des solutions complètement décentralisées de production de froid, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les petits climatiseurs domestiques.
il n'y a pas beaucoup de solutions pour pouvoir améliorer le rendement de ces systèmes-là. On va forcément consommer de l'électricité. Et comme je vous l'ai montré, si on produit du froid, on va rejeter de la chaleur. Et ceci dans le cas d'un contexte urbain, c'est-à-dire qu'on va produire du froid au niveau des maisons, mais on va rejeter de la chaleur au niveau de la ville. Et on va commencer à créer ce qu'on appelle des points chauds des points chauds, et puis qui peuvent renforcer la situation d'apport de besoin de chaleur. On arrive même à faire des effets de serre qui se font localement. Et donc, on voit bien qu'au niveau local, la climatisation domestique se développe, on va avoir des phénomènes d'amplification des apports de cette situation de pic de chaleur. Donc, pour cela, une des solutions, c'est effectivement de créer des réseaux de froid, pardon, qui vont permettre, d'une part, de centraliser et d'avoir des machines qui sont plus effectives, que ces machines pourront être alimentées à partir de sources renouvelables, qu'elles soient chaleur ou froid, mais surtout que le rejet de chaleur qui sont nécessaires pour pouvoir produire ce froid se fasse de façon centralisée et puisse être connecté à des sources. Typiquement, ça peut être, on peut utiliser l'air ambiant éventuellement, mais on peut utiliser l'eau de mer, on peut utiliser des nappes phréatiques, on peut utiliser des rivières, et on vient cette fois-ci sortir du milieu urbain cette génération de chaleur, et donc on ne contribue pas à la production de chaleur en milieu conséquent. Alors, la France est quand même plutôt un exemple où on a beaucoup de réseaux de chaleur en France aujourd'hui. Et ce qu'on sait, c'est que les émissions d'un réseau de chaleur peuvent être divisées significativement entre 5 et de facteurs significatifs, effectivement, pour pouvoir, par rapport à des situations conventionnelles. Alors maintenant, je vais donner quelques exemples essentiellement de connexions entre des sources de chaleur renouvelables ou des réseaux de chaleur et de la production de froid. Donc le premier qui a été un exemple là, c'est plutôt à l'échelle d'un petit bâtiment. Donc là, c'était pour une clinique où il y a eu un couplage qui a été fait avec une machine à absorption qui utilise de l'eau entre 80 et 100 degrés, donc qui est issue du réseau de chaleur de la ville de Montpellier, et on produit de l'eau glacée à 7 degrés. Donc là, c'est une machine qui fait 170 kW, donc c'est une consommation typique d'un petit bâtiment de type tertiaire ou un petit bâtiment d'habitat. Et ce qui a été montré effectivement, c'est qu'aujourd'hui, ce système permet de couvrir 30% des besoins annuels, le reste étant apporté par des groupes frigorifiques conventionnels pour pouvoir l'appoint. Donc là, il y a vraiment un modèle, et vous voyez qu'il y avait un modèle économique qui a été mis en place. Donc là, on est sur une source de chaleur couplée à un réseau de chaleur. La deuxième application, c'est un projet qui est plutôt à Toulouse cette fois-ci, hein, où ils vont valoriser l'unité d'incinération d'ordures ménagères. Ils vont utiliser la chaleur qui est les unités d'incinération d'ordures ménagères tournent toute l'année, hein, et en plein été, effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, donc on se retrouve avec un excédent de chaleur. Et là, le principe, effectivement, c'est d'utiliser cet excédent de chaleur pour pouvoir faire fonctionner cette fois-ci un vrai réseau de froid à l'échelle d'un quartier complet, hein, où on va avoir toute une zone d'habitation, plus une zone commerciale et des activités tertiaires. Donc là, on est sur des puissances plutôt supérieures de l'ordre du mégawatt. Et donc là, c'est un projet qui est effectivement mis en place et qui devrait être réalisé d'ici quelques années. Il y a eu d'autres applications qui ont été faites aussi à Nice, qui sont aussi lancées du côté de Nice. Donc maintenant, comment est-ce que... Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même de valoriser de la chaleur pour faire du froid. Ce n'est pas uniquement, disons, une vue de l'esprit, hein. C'est des choses qui se mettent en place de plus en plus et qu'il y a déjà des applications au niveau de collectivités, au niveau de villes, au niveau de groupes industriels. Alors maintenant, en termes de conclusion, et après je vous laisserai la parole pour des questions, comment est-ce que nous, en termes de CEA, on peut vous accompagner dans cette démarche-là? Le premier point, c'est qu'on va regarder d'une part, c'est quelles sont les conditions du marché, quels sont les usages que vous avez besoin au niveau de votre quartier, de votre collectivité, de votre site, de comprendre effectivement vos besoins, de comprendre la réglementation qui va être associée, et vraiment d'arriver à identifier les sources, les gisements d'énergie disponibles, tel que ça a été exprimé sur qu'est-ce qu'on a comme source de chaleur disponible potentiellement, ou source d'énergie renouvelable. Derrière ça, on va passer par des outils de simulation pour pouvoir faire des sélections de technologies, du dimensionnement, des évaluations de modèles économiques, et puis dès qu'on rentre un peu plus, effectivement, d'arriver à définir comment est-ce qu'on va opérer ce système. Et généralement, ce qu'on propose, c'est avant de faire un déploiement à une échelle 1 dans le système, de faire des expérimentations en conditions, disons, représentatives. On utilise, nous, nos propres sites pour pouvoir faire ce type d'expérimentation.
où on peut tester les configurations, on peut tester un certain nombre de technologies avant de pouvoir passer vraiment sur un déploiement opérationnel, où là, l'important va être plutôt de suivre l'exploitation pour pouvoir vraiment avoir un pilotage optimal, puis surtout d'arriver à vérifier, comme ça s'appelle, le bon comportement de l'installation pour vérifier s'il n'y a pas besoin de faire de la maintenance prédictive ou de constater s'il y a un certain nombre de dérives. Je termine la présentation ici. Donc, merci pour votre attention. Et je pense que Claude a peut-être quelques mots supplémentaires avant de pouvoir passer à la séance de questions. Merci Bernard. Alors, effectivement, à l'écoute de ce qui vient d'être expliqué, on se dit que sur nos territoires ici, cette solution d'utiliser la chaleur pour faire du froid peut s'appliquer à tout un tas d'installations, en fait. Enfin, si j'entends bien, on peut imaginer que ça sert à des process industriels, du refroidissement de process, comme ça peut servir à faire du refroidissement de data center, comme ça existe beaucoup désormais, mais aussi des zones d'entrepôt logistique. Enfin, si j'ai bien entendu, on peut imaginer avoir du froid positif, mais du froid aussi peut-être légèrement négatif. Des zones commerciales, peut-être ce qui peut nous intéresser aussi des équipements sportifs, des patinoires, des piscines. Est-ce que cet usage finalement n'est pas restrictif? Oui, alors avant de laisser la parole, comme ça s'appelle, vous demande. Donc effectivement, on peut faire du froid positif ou du froid négatif. Hein. On peut arriver à des températures légèrement négatives, jusqu'à -5, -10 degrés à peu près, ce qui permet de faire vraiment de la conservation. Alors on ne va pas faire du froid à très basse température, -15, -20 avec cette température, parce que les rendements deviennent vraiment faibles. Et là, on a besoin probablement de machines à compression plus conventionnelles. Mais tant qu'on reste dans des gammes de température jusqu'à -5 pour de la climatisation entre 5-10 degrés ou du froid négatif entre 5-10 degrés pour de la conservation d'aliments, on peut effectivement utiliser ces technologies de production de froid à partir de sources de chaleur. Et comme vous le dites, ça peut s'appliquer à peu près à toutes les gammes. Hein. On trouve des machines aujourd'hui qui vont de quelques kilowatts de puissance jusqu'à plusieurs mégawatts. Donc on peut couvrir une gamme d'applications très très large. Et ça peut effectivement aller d'applications domestiques ou des applications commerciales ou industrielles. Et, une dernière question, après je laisse la parole aux autres. On a donc, si je reviens à notre propos initial, on a la chance d'avoir, en tout cas, d'être en train de dessiner une autoroute de la chaleur, donc avec des quantités et des températures assez élevées. Ça veut dire que finalement, pour peu qu'on construise un modèle pertinent économiquement, on pourrait, nous, à Dunkerque, produire du froid de manière très, très favorable économiquement parlant, de par le gisement. Tout à fait. Les connexions à des réseaux de chaleur, si on veut effectivement arriver à avoir le meilleur modèle économique, c'est effectivement de se connecter à un réseau de chaleur, parce qu'on a une chaleur généralement qui a un coût qui est très faible, ou même voir des coûts qui sont presque pas forcément négatifs, mais très faibles si c'est de la chaleur résiduelle ou de la chaleur qui est fatale. Et ça permet le fait de produire du froid à partir de réseaux de chaleur permet de ne pas avoir à créer de réseaux de froid spécifiquement. Et on produit cette fois-ci le froid au pied des bâtiments, au pied des usagers, sans avoir à recréer de réseau. Et finalement, cette vision des choses évite les problématiques de stockage, puisque finalement, c'est le chaud qui stocke le froid. Enfin, Alors, on peut quand même avoir besoin de rajouter une brique de stockage de froid pour pouvoir gérer d'éventuels appels de puissance. Donc là, c'est plutôt une approche système qui pourra le dire. Il n'y a pas de généralité, mais on peut être amené à mettre des stockages de froid pour mieux gérer la capacité de la machine de production de froid, pour pouvoir lisser un certain nombre d'appels de puissance, ce qui permet généralement d'avoir un modèle économique qui est plus intéressant si on rajoute du froid. Pardon, un système de stockage. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention et aussi pour le jeu à deux voix avec Claude. Je vais juste arrêter l'enregistrement et après on va passer au temps de questions.